Alors, je m'appelle Judith Souminois, épouse Toulouka, et je suis congolaise de la République démocratique du Congo et actuellement première ministre. Mon parcours pour arriver aujourd'hui à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo, bon, ça fait un petit chemin quand même. Je dois dire que dès que j'ai terminé mes études en Belgique, 1996-1997, j'ai décidé de rentrer au pays parce que je ne me voyais pas évoluer à l'étranger et je pense que je voulais mettre à profit tout ce que j'avais appris au cours de mes études et tous les contacts que j'avais eus, les expériences. Je voulais les mettre à profit pour mon pays parce que profondément, je me suis toujours dit qu'il était important de rentrer chez soi et de pouvoir contribuer au développement du pays. Donc ça a été le départ. Et ensuite, bon, j'ai eu à travailler autant, d'abord en commençant dans le secteur privé, le secteur bancaire, et puis tout de suite, j'ai été dans les organismes internationaux, au Commissariat aux droits de l'homme ainsi qu'au Programme des Nations Unies pour le développement. Et là, mon idée était vraiment d'acquérir de la compétence, d'apprendre comment travailler dans un système où il y a des règles établies, des procédures et il va falloir respecter, etc. Et à un moment donné, j'étais au Programme des Nations Unies pour le développement dans la réforme du secteur sécuritaire. Et j'ai eu envie de sortir de là pour aller regarder les questions de gouvernance un peu plus larges. Raison pour laquelle j'ai accepté de sortir des Nations Unies et d'aller travailler comme conseillère au ministère du Budget à l'époque. C'était autour de 2012. Et donc à ce moment-là, beaucoup de gens m'ont même posé la question, mais enfin, pourquoi tu quittes les Nations Unies? Je dis parce que je pense que j'ai beaucoup à apprendre en allant voir ce qui se passe du côté service public, du côté étatique. Et là, pour moi, c'était un plus parce que pour beaucoup, les gens regardent le budget comme juste des chiffres qui sont alignés. Mais en fait, le budget n'a de sens que quand on l'aligne sur base d'un certain nombre de programmes pour le développement du pays. Et c'est ça qui m'intéressait. Et c'est ça que j'ai appris. Comment, dans une trajectoire de développement, on planifie, on se projette et, pour mettre des actions concrètes pour le développement. Et c'est un peu ça que j'ai retenu et c'est sur ça que j'ai beaucoup travaillé et qui m'a permis, avec rigueur, compétence, de mettre à profit toutes mes connaissances au service du pays. C'est pour ça que je pense que je suis là aujourd'hui. J'ai commencé par l'économie au sens large et puis ensuite j'ai fait une licence, aujourd'hui on dirait une maîtrise avec le nouveau système LMD, en économie appliquée gestion financière et ensuite j'ai été faire un diplôme d'études complémentaires, le niveau master en travail dans les pays en développement parce que ça m'a permis aussi de regarder maintenant comment les choses dans les pays en développement devraient se passer autour de l'accès au travail, la création d'emplois, etc. En règle générale, quand on est à l'extérieur, on est souvent dans la critique, en train de dire, bon, il devrait faire ceci, il devrait plutôt faire cela. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, à l'époque, qu'on pouvait considérer comme jeunes autour de la quarantaine, 35 ans, 40 ans, on avait beaucoup de critiques par rapport à l'État, aux questions de gouvernance, et on préférait rester dans le privé en regardant les choses de loin. Et je me suis dit, ben, écoute, c'est bien de reprocher aux autres, mais il faut y aller. Il faut savoir se mouiller un peu et pouvoir apporter une contribution, mais en étant à l'intérieur. Et ce qui était intéressant pour moi, surtout dans mon premier passage au service public au ministère du Budget, c'est que j'ai rencontré des gens qui étaient compétents. Parce qu'on a toujours l'impression, surtout quand on est du côté des partenaires techniques et financiers, on parle beaucoup de renforcement de capacités, etc. Et on a l'impression qu'on a en face de nous peut-être des gens
qui n'ont pas la maîtrise des choses, mais ce qui est faux. Je me suis rendu compte que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient compétents, chez qui j'ai appris aussi, et c'est cette volonté de pouvoir ne plus juste analyser dans un bureau et faire de l'appui conseil en disant voilà ce qui doit être fait, mais contribuer effectivement dans l'action à ce développement du pays que je recherche, qui est vraiment mon leitmotiv aujourd'hui. Les personnes ou des expériences qui ont influencé mon leadership, il y en a un certain nombre, mais je vais retenir les plus importantes. D'abord mes parents, mon père et ma mère, qui ont été un peu ma boussole et qui m'ont toujours poussé à aller de l'avant en me disant écoute, tu as des choses à apporter dans ce monde, il faut que tu travailles et tu dois faire tes preuves, mais pour ça tu dois travailler. Et donc c'est eux qui m'ont appris le travail, la rigueur et rester focus sur une trajectoire qu'on souhaite suivre. Ensuite, au-delà de mes parents, j'ai eu des gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Il y a par exemple une qui est maman Catherine Zouzi qui est décédée ici au mois de mars 2026, qui est une ancienne femme politique congolaise. Elle fait partie des premières qui ont été, elle a été bourgmestre, elle a été gouverneure de province, elle a été députée. Et elle, surtout les derniers mois avant qu'elle décède, chaque fois que j'échangeais avec elle, c'était quelqu'un qui me donnait des conseils, qui me disait écoute, en politique, voilà comment il faut faire, il faut être à l'affût de toutes les informations, etc. Et je dois dire aussi, une des personnes qui m'ont marqué dans mon parcours, ça a été un de mes représentants résidents au PNUD, au Programme des Nations Unies pour le Développement, Herbert McLeod. Enfin, malheureusement, il nous a quittés depuis quelques années, mais c'est quelqu'un qui me disait toujours, écoute, tu dois pouvoir apprendre à t'exprimer parce que tu as des choses à dire, tu as des choses à apporter et il ne faut pas avoir peur de te tromper. L'erreur est humaine. Tu peux te tromper, mais le plus important, c'est de rebondir par rapport à ces erreurs et de corriger le tir. Et c'est un peu ça qui m'a influencé jusqu'à présent. Aujourd'hui, le rôle des jeunes et des femmes dans un pays comme la République démocratique du Congo est important. Pourquoi ? Nous sommes à 120 millions d'habitants, l'estimation aujourd'hui, même s'il y a un recensement en cours, et 70% de notre population, elle est jeune. Et dans les estimations qui sont faites, il y a un peu plus de 52%, un peu plus, qui sont des femmes. D'où la nécessité dans toutes les politiques publiques que nous pouvons élaborer, de tenir compte de cet aspect de choses et aussi de regarder comment on assure une meilleure inclusivité et des femmes et des jeunes, non seulement dans la vie politique, mais aussi dans la vie économique. Et pour ça, il faut une accélération au niveau de l'éducation, de la formation professionnelle, en allant aujourd'hui sur des métiers spécifiques qui vont contribuer au développement. Par exemple, on parle de la RDC avec ses minerais stratégiques, donc nous avons besoin de développer un certain nombre de formations autour de ces minerais parce que nous voulons aller vers une valeur ajoutée, une transformation locale. Ça, c'est une chose. Et aussi, l'autre aspect, c'est comment on va créer plus d'emplois pour pouvoir occuper ces jeunes. Donc ça veut dire travailler avec le secteur privé, parce que ce n'est pas le secteur public qui va créer le maximum d'emplois, c'est le privé. Donner un certain nombre d'incentives au secteur privé dans l'amélioration du climat des affaires pour aider à l'entrepreneuriat, à la création d'emplois. D'ailleurs, depuis un certain temps, avec le président de la République, il y a des actions concrètes qui sont menées pour aider à la création d'emplois au niveau des jeunes, à l'entrepreneuriat, avec des fonds de garantie pour l'emploi des jeunes, etc. Et aussi un certain nombre de programmes que nous mettons en place aujourd'hui au niveau de l'inclusion financière pour assurer à ce que les jeunes, les femmes puissent accéder à des financements à travers des crédits garantis, etc. Parce que c'est avec eux que repose l'avenir du pays. Bah écoutez, oui, je suis en politique dans un environnement qui est composé majoritairement d'hommes, c'est vrai, mais nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un président de la République champion de la masculinité positive,
comme le disent ses pairs, qui aujourd'hui met en avant le fait qu'il faut une promotion des femmes. Et pour moi, c'est un élément important de voir comment on peut booster les femmes pour briser ce plafond de verre, parce qu'il y a l'aspect culturel qui compte aussi, où il y a un certain nombre de retenues. Mais je pense que comme les femmes sont compétentes, elles ont droit autant à un espace qu'aux hommes. Maintenant, moi, en tant que chef du gouvernement, autant je pousse les femmes, mais en même temps, quand j'ai devant moi un parterre d'hommes ou de femmes, j'oublie qui est homme ou qui est femme. J'oublie qu'il y a une question de genre. C'est plutôt les compétences qui sont devant moi et comment je tire profit de ces compétences-là. Et je pense que c'est ça le plus important. Et sinon, les choses évoluent normalement. Autre chose aussi, c'est que les gens ont tendance à penser que quand on est femme, on doit calquer sa manière de gérer, de manager, en le faisant comme les hommes le font. Je ne sais pas si tous les hommes gèrent de la même manière. Ça aussi, c'est une autre question à se poser. Mais je pense que pour moi, le plus important, c'est de pouvoir le faire à ma manière, gérer dans le calme, sans trop de précipitation, mais en sachant où on va, qu'est-ce que l'on fait, et pouvoir orienter calmement, sans pour autant nécessairement s'imposer, mais plutôt s'imposer en donnant des orientations précises et claires et dans le calme. C'est un peu ma manière à moi de faire les choses. Être la première femme première ministre de la République démocratique du Congo, c'est une énorme responsabilité. Dans un pays où nous sommes un pays en développement, en voie de développement, nous sommes un pays qui subit des guerres, particulièrement à l'Est, avec un certain nombre aussi de conflits armés, plutôt à l'Est et au Nord-Est. Et donc, tout ça, ce sont des questions où vous vous dites au début, mais est-ce que ça ne va pas être trop lourd à porter? C'est vrai, c'est lourd à porter, mais il faut le faire, il faut avancer. Et comme je dis toujours, que ce soit une femme ou un homme, c'est plus ce que vous avez à apporter, votre expérience, qui va déterminer la manière dont les choses vont se faire, mais et aussi comment vous travaillez avec les autres. Comme je dis toujours, personne n'a la science infuse, il faut juste savoir bien s'entourer, ce qui est important, et pouvoir profiter justement de ce que ceux qui vous entourent, que ce soit au niveau de mon cabinet, que ce soit au niveau du gouvernement, peuvent individuellement apporter. Et la somme de tout fait un résultat que l'on peut apporter pour le pays, pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Écoutez, ce n'est pas toujours facile, mais moi je fais toujours la différence entre ce que moi, en tant que personne, je vis dans ma fonction de Premier ministre, et ce que vit mon entourage, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Dès que vous êtes mis en lumière, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Vous devez l'assumer, mais le plus dur, c'est de le faire assumer à ceux qui n'ont rien demandé, notamment que ce soit mon époux, mes enfants, ma famille. Ils n'ont rien demandé, mais ils sont obligés d'assumer et de gérer. Mais l'autre chose aussi, c'est d'établir un équilibre entre le travail, parce que vous êtes sur le coup tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit, mais trouver des moments particuliers pour notamment la vie personnelle, la famille. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai plus le temps de cuisiner, mais parfois je dis aux cuisiniers à la maison, je dis mais écoutez, ce plat, je parle par exemple du pondou, les feuilles de manioc, il ne faudrait pas le préparer, il faudrait plutôt le préparer de cette manière-ci. Ça, ce sont des choses que je suis encore capable de faire. Donc c'est vraiment un équilibre entre le travail et la vie personnelle, la vie familiale. Pour moi, les valeurs et les convictions qui sont fondamentales et qui sont intransigeables, de mon point de vue, c'est non seulement l'éthique. C'est quelque chose d'important. Il faut savoir rester droit et droit dans ses bottes. La transparence dans la manière dont on fait les choses, on travaille, ne rien cacher, être ouverte et aussi être focus sur le travail. Pour moi, le travail est quelque chose d'important et on ne doit pas transiger. Quand on assume ce type de fonction,
On doit rester dans l'alerte de manière permanente et on doit se vouer corps et âme au travail qui est le nôtre. Ben, pour la postérité, j'espère que un jour on dira cette femme qui a été Judith Suminwa-Tuluka, qui était la première femme première ministre, a travaillé pour le pays et a contribué au développement de ce pays, a aidé les femmes à trouver leur place, a aidé les jeunes dans l'inclusion financière, dans l'entrepreneuriat, dans la création d'emplois. Et vraiment, pour moi, mon souhait, c'est que, au-delà de tous les problèmes qui existent, parce qu'on ne règle pas les choses avec un coup de baguette magique, qu'on se rappelle de tous les efforts que j'ai eu à fournir, de là où j'ai trouvé le pays et où je l'aurais ramené à la fin, parce que je pense qu'ensemble, avec le président de la République, avec l'ensemble du gouvernement et les institutions, on est à même de pouvoir faire booster le pays. D'ailleurs, juste pour vous dire, dernièrement, au cours du mois d'avril 2026, il y a eu un article de Bloomberg qui disait que bientôt la RDC serait le 5e pays en Afrique. Donc le 5e pays à porter une croissance économique forte en Afrique. Donc ça veut dire quand même que malgré tous les problèmes, malgré la guerre, nous sommes en train d'évoluer positivement et je crois que c'est ça le plus important à retenir. La réussite et le succès, pour moi, c'est le fait de pouvoir se sentir utile, utile à la société, utile à sa famille. Et ça se démontre non pas nécessairement par le fait que les gens vous regardent avec beaucoup d'égard, mais plutôt que les gens sont admiratifs et veulent se rapprocher de vous. Et c'est ça le plus important. Beaucoup de gens ont tendance à penser que le succès est égal à l'argent, il faut le dire. Mais je pense que ce n'est pas ça le plus important. Pour moi, ça a toujours été qu'est-ce que j'apporte de plus pour faire bouger les lignes, pour faire changer les choses. Bien entendu, dans tout le travail que j'ai eu à faire, ça va faire pratiquement 30 ans que je travaille. Bien sûr, on veut bien vivre, on veut le bien-être, mais le plus important, c'est de pouvoir bien vivre avec les autres, bien avoir ce bien-être aujourd'hui de la population congolaise, parce que si vous vivez bien et que vous vivez seul, c'est difficile.